Alors, bonjour. Je suis Julie Blot, directrice générale adjointe à la STAS. Je suis accompagnée de Jocelyne Dubé, conseillère. On va vous entretenir de la refonte du programme de formation PDSB, alors les principes pour le déplacement sécuritaire des bénéficiaires. Nous sommes en janvier 2019 et on vous parle de ce projet pour vous dresser les grandes lignes de ce projet de refonte du programme PDSB. Avant de parler de refonte, faire un bref historique du programme de formation PDSB, vous dire que la toute première session de formation a été donnée en 1983. C'était une formation pour des travailleurs, travailleurs en ce sens que ce n'était pas encore une formation de formateurs, on formait directement des gens dans un centre d'accueil de l'Outaouais. Et ces participantes-là de ce premier groupe, c'était des directrices de soins. Ça a été la première expérience de formation PDSB. Ensuite, on a développé le programme de formation de formateurs parce que la STAS et son équipe de conseillers ne pouvaient pas à elles seules donner elles-mêmes toutes les formations. Alors, il fallait passer par des agents multiplicateurs. On a donc créé une formation de formateurs. Ça aussi, ça date de plusieurs années. Et au fil des années, on a créé des outils pédagogiques pour les formateurs, aussi un cahier pour les participants. Et au fil des ans, ces cahiers-là se sont transformés. On a ajouté des images, des illustrations. On a aussi créé des fiches PDSB sur le web. Alors, ce sont des fiches que les gens peuvent télécharger pour chacune des manœuvres. Alors, ce que je vous donne là, ce sont des exemples de modifications qui ont eu lieu au fil des ans. Alors, on parle actuellement d'une refonte, mais ce n'est pas nouveau, les révisions du programme, parce qu'au fil des ans, le programme a connu diverses évolutions. Évidemment, il fallait revoir le programme en fonction des nouveaux équipements qui apparaissaient sur les unités de soins. Pensons aux lève-personnes qui étaient d'abord manuels, qui sont devenus électriques, des nouveaux types d'équipements comme les civières douches. Alors, au fil des ans, on a ajouté tout ça dans le contenu de formation. On a aussi commandé des études en biomécanique pour comprendre l'impact des manœuvres sur, par exemple, les épaules, le dos, les forces de cisaillement dans le dos. Donc, on a bonifié la formation à partir de résultats de recherche scientifique. Évidemment aussi à partir des besoins que les établissements nous signalaient. La formation de base, celle qui est donnée aux travailleurs, c'est une formation de 2 jours et il faut préciser que cette formation-là, c'est une formation en cours d'emploi. Donc, les travailleurs sont à l'emploi d'établissements de santé et c'est une formation de 2 jours pour qu'ils puissent prendre soin de leur santé et de leur sécurité pour des gens qui sont en cours d'emploi. Et la formation de formateur, elle, une formation d'une durée de 7 jours qui comprend aussi une expérience de formation. Le futur formateur, pour être accrédité, doit lui-même donner une formation d'une durée de 2 jours. Ça fait partie de son cursus de formateur. Et au bout de ces programmes-là, la STAS émet des attestations soit de participation ou de compétences, alors ce qu'on appelle la carte PDSB. Le travailleur qui reçoit 2 jours de formation selon nos règles de l'art, selon les standards que nous avons établis. Alors, au bout de 2 jours de formation, le participant reçoit son attestation et la carte de compétences, ça c'est différent, c'est pour le formateur qui a suivi la formation au bureau de la STAS et qui a répondu à nos critères de qualité. Alors, pour lui, cette carte atteste sa compétence parce qu'on a évalué ses habiletés. Alors ça, voici pour l'historique du programme de formation
PDSB. Maintenant, on dresse un portrait de la situation en 2019. Alors, on disait la première formation en 1983. Depuis, comme je le disais tantôt, la formation PDSB, c'est une formation en cours d'emploi. Donc, pour des gens qui sont employés dans un établissement de santé. Bien, depuis plusieurs années, les PDSB sont enseignés aux futurs préposés, aussi aux intervenants à domicile, aux infirmières auxiliaires, dans les centres de formation professionnelle. Alors, ils reçoivent, selon les différents programmes, là, plusieurs heures de formation. Ils font aussi des stages en établissement. Alors, au tout début du programme PDSB, le PDSB n'était pas inclus dans ces formations professionnelles où les gens ne faisaient pas nécessairement de formation professionnelle. Mais là, depuis, le PDSB est déjà intégré dans les formations. Alors ça, c'est une réalité qui a changé au fil des ans. Et les gens reçoivent donc une formation et ils sont embauchés par le réseau de la santé en ayant déjà baigné dans le PDSB. Il y a de nouvelles ressources qui sont complémentaires au réseau de la santé. Alors, les résidences privées pour aînés, les ressources intermédiaires, les entreprises d'économie sociale en aide à domicile, ce sont tous des gens, des intervenants qui offrent aussi des soins et des services aux personnes malades ou en perte d'autonomie. Et ce sont donc des clients qui souhaitent aussi bénéficier de la formation PDSB. Ce qu'on remarque, ce qu'on entend en termes d'évolution au fil des ans, c'est que pour les établissements qui sont membres de la STAS, parce que la STAS rend des services à ces établissements membres qui cotisent, je ne vous apprends rien en disant que c'est pas facile de libérer les gens pour leur donner les 2 journées de formation, trouver aussi des formateurs, trouver du personnel. Si les gens sont libérés, qui va assurer les soins sur les unités? Alors, tout ça pose des difficultés pour l'organisation des formations. Ça fait partie des défis d'aujourd'hui. Un autre défi, c'est que selon la formation des divers intervenants, préposés, les gens de la réadaptation, ergo, physio, TRP, les infirmières, le niveau de formation ou ce qu'ils ont reçu diffère. Quand c'est le temps de partager des réalités de soins, de discuter du travail, il y a parfois du vocabulaire qui est non uniforme pour tous ces gens-là. Alors, les divers interlocuteurs, de se créer un langage commun pour pouvoir partager des réalités, ça fait partie des besoins et on constate des disparités de formation. Ce qui est aussi différent, c'est en termes de besoins pour les différents établissements. Je disais tantôt, il y a donc les établissements de santé où on offre depuis longtemps la formation PDSB, les CHSLD, donc les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CLSC, les unités de courte durée, des endroits où on donne du PDSB depuis longtemps. Il y a des milieux qui sont imprégnés du PDSB, où le personnel nouvellement embauché a reçu la formation PDSB. Alors, pour ces gens-là, soit qu'ils ont moins de besoins ou en tout cas pas davantage de besoins en termes de formation actuellement, mais il y a d'autres types de résidences, d'autres types de ressources où là, si le personnel n'a pas fréquenté des établissements de formation professionnelle, le personnel a de grands besoins, il n'y a pas de culture PDSB dans certains établissements, et là, eux sont très en demande. Donc, il y a une disparité en termes d'intensité des besoins, et de la part de la STAS, ça demande aussi des ajustements, s'assurer que tout le monde va être bien couvert en fonction de leurs besoins spécifiques là. Et il y a aussi cette réalité que la carte PDSB, donc l'attestation de participation, est bien souvent demandée de la part des employeurs. Les employeurs souhaitent que
les gens qui postulent chez eux soient déjà détenteurs de l'attestation au moment où ils arrivent au travail. Donc ça fait partie des réalités. Il faut s'assurer que les gens puissent obtenir cette attestation. La FAS donne la formation de formateurs PDSB et les formateurs qui sont accrédités, qui ont été reconnus compétents, doivent poursuivre un lien avec nous, doivent être réaccrédités à tous les 2 ans pour rester à jour dans les principes, dans les connaissances. Et chacune de ces réaccréditations, c'est une occasion pour nous de prendre le pouls de ce qui se passe dans les milieux, de comprendre les besoins des formateurs, comprendre les besoins de leurs travailleurs, les besoins des organisations. Et on a fait en 2017, on a demandé à nos formateurs de compléter un questionnaire. On voulait savoir quel type de formation ils donnent dans leurs établissements, quel contenu ils couvrent, quelle est la durée de ces formations-là. On voulait savoir, est-ce que ce sont des formations en salle ou est-ce que c'est davantage du coaching, de l'accompagnement qu'ils font directement sur les unités de soins. Alors, ce que vous avez là, le graphique, c'est un résumé, un aperçu des résultats de la consultation de ces formateurs. Et ce qu'on remarque, on a constaté là qu'il y avait une hausse très significative du type d'accompagnement coaching sur les unités de soins. Les formateurs, plutôt qu'être dans une salle de formation, ils se déplacent davantage sur les unités. Les travailleurs identifient des situations problématiques et demandent à leurs formateurs de les accompagner dans le concret pour trouver des solutions à leurs difficultés de déplacement. Quand on demande aux formateurs quel type de formation ils donnent et quelle durée, alors vous avez des pourcentages. La formation de 2 jours, et c'est ce qui est prescrit, c'est ce qui est prévu quand on donne du PDSB, la durée c'est de 2 jours, bien, on remarque que moins du quart des formateurs donnent des formations de 2 jours. On parlait tantôt des difficultés de libération, difficultés d'avoir des gens sur les unités disponibles pendant que d'autres sont assis dans une salle de formation. Alors, on peut comprendre que les formations sont abrégées une journée, une demi-journée, même des périodes encore plus courtes, là, moins de 3 heures. On a une panoplie, là, ça peut être des 15 minutes de formation, des capsules 15 minutes, une demi-heure, 1 heure. Les gens font des extraits de sujets particuliers, des ateliers capsules sur différentes thématiques. Alors, il se fait de tout. Les gens adaptent le contenu pour répondre à leurs besoins et à leur réalité organisationnelle aussi qui complique les formations. Donc, il faut être sensible à tout ça, puis voir les besoins qui nous sont exprimés là, par les différents formateurs. Si je peux me permettre d'ajouter qu'on constate avec le 22 il n'y a que 22 des formations qui se donnent, qui sont la formation traditionnelle de 2 jours, telle qu'elle avait été conçue au départ. Et ça, c'est probablement même surestimé parce qu'il y a beaucoup d'autres formations qui n'ont pas été comptabilisées. Donc, c'est vraiment pas beaucoup par rapport à la mission au départ là, qui était de donner du 2 jours. Oui. Au fil des ans, pour mieux comprendre les réalités et les besoins des intervenants sur le terrain, la STAS a commandé des projets de recherche à des instances et des chercheurs. On vous parle ici de quelques projets. Le premier a été mené en 2006 par la chercheure principale Diane Berthelette. Donc, vous avez ici l'illustration de la couverture du rapport de recherche qui a été mené par l'IRSST. Et évidemment, là, il y a beaucoup d'informations qui sont ressorties de ça. On a réajusté le programme PDSB à la suite de ce projet de recherche et entre autres, ce que la chercheure constatait et nous disait à cette époque,
Elle disait, il est probable que l'apprentissage des formateurs quant aux actions à accomplir dans les lieux de travail pour modifier les situations à risque soit limité. On met l'accent sur la modification de comportement individuel des travailleurs. Elle nous disait aussi, en ce qui a trait à la formation d'agents de suivi, nous avons observé l'absence de contenu notionnel des sessions de formation de formateurs. Ensuite à ça, nous, ce qu'on a fait, quand on nous dit les agents de suivi, il manque des contenus notionnels pour les supporter, eh bien, on a revu notre formation de formateurs pour les gens qui l'ont suivi au cours des dernières années, plus précisément ce qu'on voyait dans le jour 7. Si vous êtes familier avec le contenu, donc de voir le rôle de l'agent de suivi, de quelle façon il peut s'assurer que les principes qui ont été vus vont être transposables sur les unités de soins, qu'est-ce qu'il peut organiser comme activité, de quelle façon il peut participer à d'autres comités aussi dans son établissement pour s'assurer que ce qui est mis de l'avant dans le PDSB va pouvoir être appliqué, parce qu'effectivement, il y a des informations, il y a des principes que personnellement la personne peut appliquer, adopter, mais évidemment, si on pense par exemple à des équipements comme les surfaces de glissement, je peux bien avoir reçu, moi, comme travailleur, l'information qu'il faut les utiliser, mais si mon organisation ne les a pas achetés, même si je veux bien les utiliser, il faut des décisions organisationnelles, des budgets, des gens qui ont évalué les différents équipements disponibles puis qui puissent les rendre jusque sur le terrain, là, dans l'application du concret. Donc, il y a des choses qui appartiennent aux individus, mais il y a des choses qui doivent être mises de l'avant par l'organisation et il faut s'assurer que les travailleurs vont obtenir tout le support pour appliquer leurs principes. Une autre recherche toute récente, celle-là, par François Aubry, qui a intitulé sa recherche « Comprendre l'influence de la régulation des contraintes temporelles sur l'appropriation des principes généraux de déplacement sécuritaire des bénéficiaires par les recrues préposées aux bénéficiaires ». Si vous avez assisté à notre colloque sur les troubles musculo-squelettiques, si vous avez consulté Objectif Prévention, on a fait des comptes rendus de ces travaux, de ces grandes conclusions de recherche. Et lui aussi nous parle de l'importance d'interpeller le collectif de travail pour pouvoir supporter les gens dans les manœuvres au quotidien. Alors, par exemple, les infirmières, les chefs d'unité n'ont pas démontré une grande connaissance des PDSB. Alors, pas facile pour ces gens-là de supporter des préposés si ils n'ont pas eux-mêmes reçu la formation ou connaître ces grandes lignes. Et on assiste alors à une délégation de responsabilité de la mise en application des PDSB vers les préposés. Il y a une incompréhension des contradictions vécues quotidiennement par les préposés. Alors, par exemple, on peut dire, le préposé sait très bien comment positionner ses pieds, comment garder son dos droit, fléchir les genoux, mais si son espace de travail est encombré, s'il n'y a pas les espaces suffisants, puis il n'arrive pas à plier les genoux, bien, possible qu'il ne puisse pas respecter ses principes. Si les équipements ne sont pas adaptés à la condition du client, si le client n'est pas réévalué sur une base régulière, peut-être que les manœuvres ou les équipements, l'environnement ne répondent plus à ses besoins, à son besoin d'assistance. Bien, c'est tout ça qui va créer des contradictions. Donc, les principes doivent être attachés avec l'ensemble de la situation de travail, le modèle de la situation de travail et s'assurer que tout le collectif, l'équipe est bien au fait de tout ça. Le chercheur François Aubry a listé ses principales recommandations et ce qu'il nous dit, entre autres, ce qu'il nous suggère, c'est de former davantage les chefs d'unité de vie, les infirmières auxiliaires au PDSB. Alors, toujours dans une idée de travail d'équipe et d'avoir l'ensemble des gens qui portent les mêmes valeurs et les mêmes principes
Construire des espaces de discussion qui impliquent les préposés autour des enjeux de santé-sécurité, des principes de déplacement et de la structuration des journées de travail. Donc, les préposés ont plusieurs idées. Ce sont ceux préposés, puis on parle aussi d'ASSS à domicile, des gens qui sont directement impliqués dans les soins quotidiens, qu'ils aient un moment pour pouvoir rapporter les difficultés ou les bonnes idées qu'ils ont pour qu'on puisse mieux appliquer les principes et revoir les méthodes de travail. Augmenter le nombre d'agents PDSB, donc des agents de suivi, les préventionnistes, de même que le nombre de leurs activités. Il y a des gens qui ont des compétences, des connaissances dont c'est le rôle de supporter les travailleurs dans leurs activités de déplacement. Alors, s'assurer que ces gens-là sont présents, sont disponibles, s'assurer de la qualité, de la disponibilité du matériel, des équipements, permettre aux préposés de donner leur point de vue sur l'état du matériel. Donc, à partir de ces grandes recommandations, ça aussi, ce sont des informations dont on tient compte pour revoir notre PDSB. On a aussi une recherche encore récente de Salia Diam avec l'IRSST qui s'intitule « Application des pratiques préventives par les infirmières et les infirmiers ». C'est une recherche toute récente qui va aussi dans le même sens des recherches dont Julie vient de vous parler, de François Aubry et de Diane Bertholette. Notamment, Mme Diane faisait ressortir, elle a passé un sondage et faisait ressortir qu'il y a comme 3 grandes variables qui influent sur le processus d'application des pratiques préventives. Et vous allez voir que ça rejoint tout à fait ce que Julie vient de nous dire. Donc, d'avoir des procédés de rétroaction et d'évaluation, donc il y ait des gens sur le terrain qui soient capables de donner du feedback, d'avoir une culture organisationnelle qui encourage et qui valorise la santé et la sécurité du personnel soignant. Donc, que ce ne soit pas juste les travailleurs eux-mêmes qui doivent mettre en place les pratiques, mais que la culture organisationnelle vienne soutenir ça et qu'il y ait du leadership, donc une direction qui met les mesures préventives en place et qui les applique. Donc, c'est tout à fait en continuité. Les 3 études nous donnent des résultats qui sont tout à fait compatibles les uns avec les autres. Ce que Mme Diane a fait ressortir également, dans les contraintes que les gens retrouvent sur le terrain qui font en sorte qu'ils ont de la difficulté à appliquer les PDSB, mais encore une fois, le décalage entre ce qu'on apprend dans les milieux de formation versus ce qui se retrouve sur le terrain. Donc, l'écart entre ce que j'ai appris à l'école et quand je me retrouve dans le milieu de travail, ce n'est pas la même chose. Alors ça, c'est fait partie des contraintes auxquelles les travailleurs font face. La difficulté d'accéder aux équipements de manutention et l'encombrement des espaces de travail, ça ne vous surprendra pas si vous êtes moyennement proche du terrain. C'est vraiment un problème qui est récurrent, qu'on voit à beaucoup d'endroits. Également, une culture organisationnelle qui valorise peu les comportements sécuritaires. Donc, si l'organisation ne soutient pas l'application des PDSB, c'est difficile pour le personnel au quotidien d'appliquer ces principes-là. Et, toujours dans le même ordre d'idée, l'absence de mécanismes de rétroaction sur les lieux de travail. Donc, Julie parlait tout à l'heure dans l'étude de François Aubry d'avoir des moyens de parler de nos bons coups, d'être capable d'améliorer les pratiques, de se corriger. Si on n'a pas ça, ces mécanismes de rétroaction-là, ça fait partie des contraintes sur l'application des mesures de prévention. Donc, on voit qu'il y a vraiment beaucoup de cohérence entre les différentes études. Où ça nous amène aujourd'hui, on est en 2019, depuis peu, on a à la phase présentement 1318 personnes qui sont des formateurs accrédités, dont leur accréditation est valide. Donc, on a plein de monde qui sont là pour appliquer ou enseigner les PDSB sur le terrain, mais on doit bien reconnaître que les besoins de la clientèle ont changé. À cause des équipements, à cause des types d'établissements, à cause des formations qui sont données dans les milieux d'éducation plutôt que directement sur les milieux de travail. Donc, on voit que ça a beaucoup bougé dans les 35 années de vie du PDSB. On vient de voir aussi avec les recherches, mais aussi nos observations, nous, quand on va sur le terrain et les discussions qu'on a avec nos formateurs,
on constate que l'application des PDSB, si on veut que ça fonctionne, ça doit maintenant passer par un enseignement qui devrait être de plus en plus près de la réalité du terrain, plutôt qu'être en milieu de, peut-être dans des écoles ou dans des laboratoires, on peut se rapprocher du terrain et c'est ce qu'on voit dans les statistiques, c'est ce que les gens font d'entrée de jeu de plus en plus. On constate aussi que si on veut que ça fonctionne, on doit avoir un soutien accru pour les gestionnaires et par les gestionnaires, infirmières et professionnels de la réadaptation. C'est-à-dire, ces gens-là, gestionnaires, infirmières, professionnels de la réadaptation, ont besoin d'être soutenus davantage dans leur apprentissage et compréhension des PDSB, mais soutenus aussi pour être capables, eux, de mieux soutenir l'application des PDSB sur le terrain par les préposés. Alors, c'est vraiment à deux niveaux, mais tout ça se tient et tout ça doit être vu comme... Tout ça doit s'articuler ensemble si on veut que ça fonctionne. On sait aussi qu'en 2019, bien, on a maintenant beaucoup de nouveaux moyens technologiques d'apprentissage. Donc, ce qu'on faisait, ce qu'on enseignait il y a 30 ans dans une salle de classe traditionnelle, bien, en 2019, on a plein d'autres façons d'enseigner. Alors, on s'interroge sur ces moyens-là, voir dans quelle mesure ils pourraient être compatibles avec l'enseignement des PDSB. Et on sait aussi, on a de plus en plus d'équipements de toute nature pour déplacer les clients. Julie parlait tout à l'heure de l'arrivée des lève-personnes. Il y a peut-être, je ne sais pas, une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a des lève-personnes, on a des verticalisateurs, on a des lits qui se redressent en position debout, on a des lits qui se tournent à peu près dans tous les sens. Bref, les équipements ont énormément évolué, ils sont disponibles et il y a à peu près plus de déplacements qu'on ne peut pas faire au moyen d'un équipement aujourd'hui en 2019. Donc, forcément, ça doit remettre en question notre façon d'enseigner les PDSB. Alors, ça nous amène à notre projet de refonte. Une refonte qui va être majeure. On doit, je pense que même si on n'est pas encore très avancé dans le projet, on sait que ça va être majeur. Ça va toucher à la fois le contenu, donc ce que nous allons enseigner, ce que nous allons véhiculer comme idée, comme principe. Donc, les principes en tant que tels ne devraient pas tellement changer, mais le contenu, la façon de l'enseigner, ça va changer. La structure, donc, on parlait du 2 jours, du 7 jours pour les formateurs, de l'enseignement en milieu de travail versus l'enseignement en laboratoire. Il va falloir repenser à tout ça. Et il faut réfléchir aussi à des moyens d'offrir un meilleur soutien à l'application des PDSB, donc soutien aux gestionnaires et des outils pour que les gestionnaires puissent mieux soutenir le personnel sur le terrain. Donc, vous voyez que c'est vraiment sur tous les fronts qu'on va devoir réfléchir. Alors, je vous rassure, par contre, ça peut susciter un petit moment d'inconfort en disant, mais là, on s'en va vers quoi? Rassurez-vous, les objectifs de la formation PDSB qui va être donnée aux travailleurs vont demeurer sensiblement les mêmes. On veut toujours que les soignants soient capables de se protéger contre les risques de troubles musculo-squelettiques liés au déplacement de personnes. On veut que les travailleurs soient capables de choisir des bonnes stratégies, des bons équipements, qu'ils soient capables d'identifier les situations dangereuses de déplacement. Donc, ça ne change pas de nos objectifs qu'on connaît depuis une trentaine d'années, mais évidemment, comme les moyens sur le terrain, comme la réalité du terrain a changé, bien c'est sûr que ça va peut-être passer par des mécanismes différents. Pour nos formateurs, on sait que la formation de formateurs, c'est un gros volet très important à la STAS. Comme vous avez vu, il y a plus de 1300 formateurs présentement qui sont accrédités. On a quelques propositions comme point de départ. Il n'y a absolument rien qui est coulé dans le béton à ce stade-ci. On commence à réfléchir. Et évidemment, on va avoir besoin de votre input aussi pour nous aider dans nos réflexions. Mais on sait qu'on veut avoir des intervenants, des personnes qui vont être en mesure toujours d'accompagner et de soutenir les soignants dans l'apprentissage et l'application des PDSB sur le terrain. Donc, quelque chose qui serait plus proche du terrain que ce que c'était dans le passé, plutôt que d'enseigner de la théorie. Donc, au lieu de donner des cours magistraux devant un groupe, bien, on pense que
on serait mieux de former nos futurs formateurs pour qu'ils soient mieux outillés pour travailler directement sur le terrain avec les collègues, avec les soignants, pour les appuyer, les soutenir dans l'application des PDSB. On réfléchit aussi je pense que ça va être très pertinent que les gens soient capables d'enseigner et de promouvoir l'utilisation des équipements. Donc, on sait qu'il y en a de plus en plus, mais il faut que nos futurs formateurs connaissent ces équipements-là, sachent comment les utiliser, mais en fassent aussi la promotion, parce que c'est bien beau d'avoir des équipements qui existent, mais s'ils ne sont pas disponibles dans les milieux de soins, on n'est pas plus avancé. On voudrait des intervenants qui vont être capables de résoudre, encore une fois, des situations difficiles de déplacement. Donc, ça ressemble à ce que c'est encore présentement. On souhaite que ces gens-là puissent jouer un rôle d'agent de changement dans les unités de soins. Donc, pas juste de dire « je vais enseigner des choses », mais être capable de faire bouger des choses, de faire changer des choses. Et également d'être des bons compagnons, d'être des bons coachs sur le terrain et d'utiliser différents outils qu'on voudrait éventuellement mettre à la disposition des formateurs. Donc, on voit qu'on n'est pas loin de ce qu'on fait présentement, mais les moyens vont avoir changé, vont évoluer. On a d'autres objectifs en tête, entre autres pour les gestionnaires. On espère que les gestionnaires puissent connaître davantage leur rôle et leur responsabilité en prévention. C'est difficile de soutenir l'application des PDSB quand, comme gestionnaire, on ne connaît pas tout à fait notre rôle à ce niveau-là, puis qu'on ne connaît pas les règles de l'art des PDSB. C'est ressorti, entre autres, dans l'étude de Mme Berthollet, qu'il y avait beaucoup de gens qui ne connaissaient pas nécessairement les règles de l'art des PDSB. C'est pas par mauvaise foi, c'est juste que la structure, comment c'était fait, ce ne sont pas nécessairement ces gens-là qui recevaient la formation. Sans donner une formation complète à tous les gestionnaires, un minimum pour qu'ils connaissent les règles de l'art des PDSB, je pense que ça pourrait aider à soutenir les PDSB sur le terrain. Alors voilà, dans le même ordre d'idée, les infirmières, les professionnels de la réadaptation, ces gens-là aussi ont tout avantage à bien connaître les règles de l'art des PDSB pour être capables de soutenir le reste du personnel soignant, notamment les préposés, au quotidien dans les soins. On voudrait éviter des situations comme on voit encore une fois, ce n'est pas de mauvaise foi, mais c'est des discours qui sont juste différents d'un professionnel de réadaptation qui a des objectifs très précis de réadaptation pour son patient, mais à travers ces objectifs-là, ça peut mettre parfois le préposé en danger parce qu'on demande au préposé de faire quelque chose pour le bien du patient, mais qui est peut-être dangereux pour le préposé. Alors, on voudrait éliminer ce genre de situation-là et que tout le monde parle davantage le même langage. Alors, dans la refonte du programme PDSB, parmi les questions sur lesquelles on va vous consulter, et ça va être très large, on n'a pas encore de date pour des focus groups, mais on peut vous garantir qu'il va y en avoir, il va en avoir rapidement dans l'année. Parmi les éléments sur lesquels on commence à réfléchir, est-ce qu'on devrait se diriger vers un volet théorique qui tient davantage compte des nouveaux outils, des nouvelles technologies d'apprentissage? On parle de e-learning, on parle d'ordinateurs, on parle de différents outils interactifs qui seraient peut-être plus pertinents aujourd'hui en 2019 et qui nous permettraient d'être peut-être plus efficaces dans l'enseignement. Les volets pratiques, est-ce que c'est en laboratoire? Est-ce qu'on s'en va seulement sur le terrain, en situation réelle de soins, compagnonnage? On sait qu'on veut s'en aller vers ça, mais dans quelle mesure, dans quelle ampleur? C'est des choses qu'on va devoir, sur lesquelles on va devoir statuer ou réfléchir. On voudrait se diriger vers de la formation qui va être davantage près des différents contextes de travail. Donc, oui, on apprend des principes généraux, on apprend comment déplacer un patient, mais est-ce qu'on ne risque pas d'avoir des meilleurs résultats si on se rapproche davantage d'une travailleuse qui est en soutien à domicile, qu'elle apprenne davantage dans un milieu de soutien à domicile ou dans une résidence privée pour aînés, que les apprentissages se fassent davantage dans un contexte qui ressemble à sa réalité, plutôt que d'apprendre des choses générales, puis que par la suite, les gens doivent un peu fignoler leur apprentissage une fois rendus sur les milieux de soins, mais sans être accompagnés. On ne veut pas ça, on veut vraiment que l'accompagnement se dirige le plus possible vers la proximité du terrain.
Formation de durée, pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que là, on a un 2 jours pour les travailleurs, un 7 jours pour les formateurs, mais pour le moment, on ne sait pas du tout comment ça va se traduire en durée. On sait, par contre, c'est pas mal déjà arrêté, la fameuse expérimentation de 2 jours lors de la formation de formateurs, c'est quelque chose qui est voué à disparaître, entre autres parce que les établissements, on le sait, vous nous l'avez dit, c'est difficile de libérer les gens, libérer un groupe de 6 à 8 travailleurs pour permettre à un futur formateur de donner sa première formation. Et quand les formateurs donnent cette première formation-là, qu'on appelle expérimentation, ils la redonnent très rarement par la suite. Donc, on se disait pourquoi mettre autant d'énergie sur quelque chose qu'on ne refera pas. Donc, c'est pas mal dans les... Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont déjà décidées, mais on penche fortement pour ça. Et on vous a entendu. Une chose est certaine, on continue à émettre des cartes, donc il n'y a pas de souci à avoir de ce côté-là. On sait que c'est important pour les établissements, autant les établissements du réseau que les établissements comme les ressources intermédiaires ou les ESSAD ou les résidences privées pour aînés. Donc, la carte va continuer d'être émise. C'est la façon de l'obtenir qui va possiblement changer. Alors, qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines étapes, dans les prochains mois, voire la prochaine année? On est en train déjà de revoir le contenu théorique de la formation de base qu'on donne aux travailleurs. Donc, qu'est-ce qu'on conserve? Qu'est-ce qu'on élimine? Qu'est-ce qu'on doit ajouter à la lumière des nouvelles tendances d'aujourd'hui et des nouveaux équipements? On est en train aussi, on commence à réviser le contenu de la formation de formateurs et de créer des outils pour les formateurs pour qu'ils soient mieux en mesure d'encadrer les gens sur le terrain. On va faire des focus groups, des groupes de consultation à partir de l'hiver 2019. Donc là, on est au tout début de janvier. On ne peut pas vous donner de date pour le moment, mais il va y avoir des dates rapidement qui vont être prévues pour ces groupes de consultation-là. Et on vous invite évidemment à participer, à émettre vos opinions lorsqu'on vous consultera. On aura des formations de formateurs, on espère, en projet pilote à tester vers l'automne 2019. Donc, pour le moment, la formation de formateurs est mise sur la glace, avec l'idée qu'à l'automne, on sera en mesure de tester la nouvelle formule. On souhaite déployer la nouvelle structure, le nouveau contenu de formation vraiment dans le courant de l'année 2020. Donc, on se donne une grosse année pour revoir l'ensemble du programme. Et une fois ça fait, on pourra ensuite harmoniser la nouvelle structure avec les centres de formation professionnelle. Mais pour le moment, la formule des centres professionnels fonctionne relativement bien. Donc, on va continuer avec cette formule-là, puis en temps et lieu, on harmonisera. Alors, dès aujourd'hui, je viens de vous en parler, la formation de formateurs dans les établissements de santé est suspendue. On n'a pas de groupe de prévu pour la formation de formateurs et on espère avoir nos groupes tests, nos groupes pilotes à l'automne. Cela dit, si vous avez des besoins particuliers, si vous êtes mal pris, si vous dites « Oh, moi j'avais prévu cet hiver faire former 3 formateurs, je me retrouve devant rien, on va avoir des problèmes, on va manquer de ressources », contactez-nous, on va faire une analyse individualisée de vos besoins et on va essayer de trouver la meilleure option pour vous aider, pour ne pas vous laisser dans le besoin. Tout ce qui concerne les réaccréditations de formation PDSB, donc les SFR 1, des formateurs qui auraient été formés il y a 2 ans et qui sont dus à une première accréditation, ça tient toujours, les dates sont affichées sur notre site, les gens n'ont qu'à s'inscrire comme ils auraient fait en temps normal. Par contre, on suspend les réaccréditations SFR 2 parce que de toute façon, ça aurait commencé seulement à l'automne prochain. Et on se dit, tant qu'arriver à l'automne et vous donner des choses plus ou moins fignolées, on va probablement passer une année. Mais ne vous inquiétez pas, si vous êtes formateur, votre date d'échéance arrive, vous ne serez pas pénalisé, on va prolonger. Il n'y a personne qui sera pénalisé là, dans le temps où les formations vont être suspendues. Et évidemment, la formation de formateurs PDSB pour les écoles, donc pour les centres de formation professionnelle, ça se poursuit tel que ça a toujours eu lieu là, dans les dernières années. Alors, vous allez voir maintenant sur notre site
différentes informations qui vont passer, un communiqué dans notre carrousel. Vous allez avoir régulièrement des informations sur la refonte. On va vous tenir au courant de façon régulière sur les petites nouvelles, sur les focus groups, sur les consultations qu'on veut faire. Donc, on vous invite évidemment à rester à l'affût. Julie, est-ce que tu avais des choses à ajouter? Ça complète. Juste rappeler donc qu'on va organiser des focus group bientôt. On va vous solliciter si vous avez de belles expériences dans vos établissements, si vous avez déjà fait des trucs que vous pensez là, que ce serait intéressant de les partager. On est très intéressés à vous entendre. Donc, ce qui se fait de beau ou les difficultés que vous rencontrez, puis s'assurer que le prochain programme puisse répondre à ces difficultés. Donc, de ne pas hésiter à répondre à nos demandes de sollicitation là, pour faire part de vos expériences. Merci beaucoup.